ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ma série sur les empereurs romains de la dynastie des Julio-Claudien. Alors j'ai pas fait de vidéo pendant un moment donné parce que j'étais en période d'examen et je le suis toujours d'ailleurs. Mon dernier examen c'est le 22 janvier et aussi parce que je suis encore un peu malade, je sais pas si ça s'entend. Mais je ferai sûrement des coupures parce que je tousse de temps en temps. Mais je tenais quand même à faire cette vidéo pour au moins pour poster des vidéos quoi. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui on va s'attaquer à l'empereur Tibère, fils adoptif de Octave Auguste. Alors, Tibère, il est assez critiqué par les auteurs antiques. En effet, d'un côté, il y a beaucoup d'exploits militaires, un règne relativement calme dans ce qui est des guerres, des luttes de pouvoir, mais disons qu'à la fin de sa vie, Tibère est un peu parti en couille et il a quitté Rome pour aller sur une île à la con. Mais ça, on y reviendra à la fin. Tout d'abord, on va parler de ce qui se passe en l'an 14 après Jésus-Christ, donc après la mort d'Auguste, le 19 août 14, son fils Tibère accède au pouvoir. Tibère, il est né en 42 avant Jésus-Christ et a été adopté par Auguste le 4 après Jésus-Christ, après la mort des petits-enfants d'Auguste. Ensuite, lors de son avènement, le Sénat voit bien que Tibère n'a pas vraiment envie de gouverner, mais c'est comme ça, il hérite de tout ce qu'Auguste a bâti, et c'est à lui d'assurer la continuité de l'Empire. Alors, je vous ai dit que son règne était relativement calme, mais dès son accession au titre d'empereur, une révolte éclate parmi les soldats, enfin les légionnaires stationnés en Germanie, donc l'actuelle Allemagne. Mais cette dernière est rapidement vaincue par l'intervention de Germanicus, le neveu de Tibère. Alors, en ce qui est de Tibère, c'est avant tout un homme militaire et c'est dans sa gestion des frontières de l'Empire qu'il excelle le plus. Entre 6 et 9 après Jésus-Christ, donc avant son accession au pouvoir, il mène des campagnes en Pannonie et en Dalmatie pour mater des rébellions et il joue un rôle très important dans la défaite de Varus en Germanie. Durant son règne, c'est notamment grâce à Germanicus qui remporte des victoires contre les Germains qui ont permis de stabiliser les frontières politiques de l'Empire. C'est-à-dire que Tibère ne va pas aller au-delà des conquêtes qui ont déjà été faites. Par contre, en termes de gestion économique, Tibère est extrêmement strict en ce qui concerne les finances publiques. Donc être strict, ça veut dire qu'il gère bien les finances, il évite de trop dépenser, il remplit les caisses de l'État. Mais on le sait, les gens qui gèrent bien leur argent sont souvent les gens les plus avares. Et Tibère n'en déroge pas à la règle parce que lors de la famine de Rome en 22 après Jésus-Christ, donc les famines à Rome c'est extrêmement courant, et Tibère va refuser de donner des fonds supplémentaires pour aider les populations de Rome à tout simplement pouvoir se nourrir.
population et des intellectuels à cette époque. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. Encore heureux. Il y a beaucoup d'intrigues politiques durant le règne de Tibère. C'est surtout avec Séjan. Séjan, le chef de la garde prétorienne. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, la garde prétorienne, c'est une unité de soldats d'élite de Romains recrutés en Italie, fondée par Auguste dans le but de protéger l'empereur. En 23 après Jésus-Christ, le fils de Tibère et donc son héritier meurt, en laissant donc un problème de succession, comme a pu rencontrer Auguste. Séjan va lui profiter de cette perte, de la mort du fils de Tibère, pour accroître son empire, son emprise sur l'empereur, si bien qu'en 26 après Jésus-Christ, il va convaincre Tibère de quitter Rome et de s'installer à Capri. Donc en gros, quand tu quittes le pouvoir de Rome, disons que tu n'es plus aussi important que si tu y étais, parce que l'Empire romain est une société très centralisée, tout passe par Rome. Et donc ces gens, en faisant quitter Tibère, la capitale, et lui, en y restant, il s'octroie un peu le pouvoir par défaut. En 27 après Jésus-Christ, ces gens consolident toujours plus ses pouvoirs, mais malheureusement, il a vu les yeux plus gros que le ventre parce que Tibère va découvrir qu'en fait, tout ça était une manipulation de ces gens qui complotaient contre lui pour le renverser. L'empereur va donc le faire arrêter, il va le faire juger et il va le faire exécuter le 18 octobre 31 après Jésus-Christ, ce qui marque la fin de la domination politique de ces gens et factuellement montrer que la garde prétorienne, avec tous les pouvoirs qui lui sont attribués, est extrêmement puissante. Mais tout cela n'est pas sans conséquence parce que Tibère va être prise d'une très grande paranoïa. Il va coller des procès à beaucoup de sénateurs, beaucoup de nobles. Il va en exécuter aussi beaucoup. Comme je l'ai dit, Tibère s'est retiré sur l'île de Capri, laissant les affaires à ses subordonnés encore à Rome. Personne ne sait ce qui se passe à Capri, sauf les proches de l'empereur, et ça va donner toutes sortes de rumeurs. Par exemple, les historiens Suétone et Tacite, qui sont les deux principaux historiens romains sur lesquels on s'appuie pour étudier l'époque impériale, décrivent Tibère comme un vieil homme reclus, livré à la débauche et à la cruauté. Donc en gros, débauche, ça veut dire qu'il baisse tout le monde, et cruauté, ça veut dire qu'il tue tout le monde. Voilà, si je devrais simplifier. Mais on sait qu'aujourd'hui, ces récits sont un petit peu exagérés. Mais les faits sont là. Tibère est absent de Rome, ce qui renforce son impopularité auprès du Sénat, de la population, des nobles et des sénateurs, et des historiens. Et ça va créer un climat très très mauvais entre l'empereur et contre le Sénat. Au final, Tibère meurt le 16 mars 37 après Jésus-Christ à Misène, à l'âge de 77 ans, après un règne de 23 ans. Alors, sa mort est sujette à controverse. Tacite dit que sa mort est naturelle, mais Suétone a une version différente. Tibère était souffrant et il aurait brièvement repris conscience après avoir été déclaré mort. Mais c'est Caligula, son successeur, qui a ordonné à Macron, le préfet du préteur, de l'étouffer et de l'achever en gros. Mais à la mort de Tibère, il laisse un empire stable au
sa paranoïa, ses nombreux procès pour parfois aucune raison, et par son impopularité, du fait qu'il ait quitté Rome, en fait, là où il y a tout le pouvoir. Il a bien évidemment été divinisé par le Sénat, mais Caligula, je pense que vous connaissez, va essayer d'effacer l'héritage de Tibère. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait conclure sur Tibère? Tibère a eu un rôle majeur dans la stabilisation de l'Empire romain, que ce soit à propos des frontières, l'économie et en termes d'administration, puisqu'il reste sur les pas de son père adoptif Auguste. Mais malgré le fait qu'il ait été un brillant empereur sur ces plans-là, il reste relativement mal aimé à cause de ses nombreux scandales et des nombreuses intrigues de son règne, notamment avec les procès, avec les exécutions, et le fait qu'il vive reclus dans son palais à Capri et que personne ne sait ce qui s'y passe. Et ça m'intéresse, est-ce que selon vous, c'est une raison justifiable, si je peux dire, de détester Tibère? Est-ce que, après avoir découvert la supercherie de ces gens, il aurait dû retourner à Rome?